Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue sur Entrepreneur Café. Je suis Seth, l'un des cofondateurs. Aujourd'hui, je suis accompagné de Xavier. Nous allons rencontrer Bruno, un jeune entrepreneur qui est en train de révolutionner l'industrie des voitures autonomes et bien plus encore en proposant des solutions clés en main de gestion d'intelligence artificielle. Il revient avec nous sur son parcours scolaire, ses rêves et ses espoirs. Il nous raconte comment il a contourné les obstacles de la vie pour retourner toutes les situations à son avantage. Un échange passionnant qu'on a le plaisir de partager avec vous. Bonjour Bruno, tu es ce qu'on peut appeler une success story. Tu es le fondateur de X Technologies et je pense que je n'exagère pas si je dis que tu as osé croire en tes rêves. Tu es diplômé de l'ESSEC Business School et tu n'as pas un parcours d'ingénieur, mais ça ne t'a pas empêché de t'imposer dans un secteur ultra technique. J'aimerais rajouter qu'à l'origine, tu te destinais à toute autre chose, le basketball. Comment ça va ? Écoutez, ça va très bien. Je suis super content de faire ce podcast avec vous. C'est toujours un plaisir de partager les expériences à d'autres personnes. On a une question qu'on aime bien poser, Xavier. Je te laisse l'honneur de la poser. La première question qu'on pose, Bruno, traditionnellement, c'est est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch de X en quelques mots? Alors, X Technologies, c'est une start-up française basée à Paris qui développe un outil logiciel pour aider les ingénieurs qui travaillent sur le véhicule autonome à avoir accès aux données les plus pertinentes. Tout ça pour des cas d'application comme le machine learning, validation, vérification, monitoring. Demain, vous opérez un véhicule autonome, vous avez des incohérences, des problèmes, vous voulez une remontée de données justement qui est pertinente à ces problèmes-là. En fait, notre outil permet de faire ça. Donc voilà le rôle de X. Et in fine, le but, c'est vraiment de pouvoir aider les entreprises à développer des intelligences de manière beaucoup plus, ce qu'on appelle durable, et plus forcément accumuler toutes les données, parce qu'on sait que la plupart du temps, ces données-là, en fait, elles restent dans ce qu'on appelle des cold storage pendant des années. Et en fait, c'est pour nous, la vision du monde de demain, c'est vraiment essayer de lier les nouvelles technologies et le développement durable et dire qu'on sélectionne que les données pertinentes. Pour nous, c'est vraiment un axe qui va s'imposer dans le futur. Donc voilà, in fine, la mission, c'est vraiment d'aider à ce développement de l'intelligence de manière durable. Ok, tout de suite, pour moi, c'est beaucoup plus clair. Je ne sais pas pour toi, Xavier, mais moi, j'avais compris que vous faisiez de l'intelligence artificielle pour les voitures autonomes. Et on s'est tout de suite posé la question, quel intérêt finalement, parce que bon, tout le monde est en train de le faire. Mais en fait, là, tu es en train de nous dire que vous voyez beaucoup plus loin que ça. Et que, en fait, ce que vous faites, c'est créer un outil pour les techniciens du futur. Exactement. C'est un peu l'image qu'on aime bien prendre, c'est les vendeurs de pelles et de pioches à la ruée vers l'or. Donc, en fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, de manière globale, mais le véhicule autonome, c'est un peu l'Eldorado. Parce qu'en fait, il y a eu la révolution du smartphone. On est passé de téléphones basiques à des téléphones intelligents qui nous ont permis justement d'avoir accès à plus de services, plus de connectivité, nous faciliter notre quotidien. Et en fait, il y a eu une grosse réflexion autour de quel serait, on va dire, l'objet, l'outil ou la chose du quotidien qui permettrait justement de refaire en fait cet exploit-là. Et en fait, c'est le véhicule. Parce que tout le monde aujourd'hui a accès à un véhicule, que ce soit un véhicule personnel, un véhicule professionnel, un véhicule de transport. Donc en fait, un véhicule partagé. Donc au final, rendre le véhicule intelligent, enlever la problématique de la conduite, c'est offrir à des gens tout de suite plus de services, plus de temps, plus de tranquillité. Et en fait, si demain, vous pouvez regarder Netflix en faisant un Paris-Lyon, c'est l'objectif, on va dire, de ces grandes compagnies tech, en fait, d'être présent en fait, tout le temps chez les consommateurs. Donc, avec cette grosse ruée vers cette technologie-là, en fait, il y a besoin, on va dire, d'une deuxième couche, on va dire, d'entreprise qui va soutenir ces gens-là et qui vont leur faire les outils adaptés parce que, en fait, l'intelligence artificielle qu'on fait, par exemple, pour faire de la reconnaissance faciale, c'est pas la même que pour éviter un piéton et les enjeux sont pas les mêmes. En fait, si le téléphone se déverrouille pas ou à l'aéroport on vous reconnaît pas, ça tue personne, alors qu'un piéton, si vous l'évitez pas, on le tue. Donc il y a vraiment le niveau de précision qu'il faut demande des outils bien spécifiques, en fait, qui ne sont pas aujourd'hui créés ou qui sont en cours de création. Donc c'est pour ça que notre boîte, elle a, on va dire, je pense, une belle opportunité de marché.
Et il faut juste pousser pour aller au bout, quoi. Moi, ça m'intéressera qu'on revienne sur la voiture autonome, parce que j'ai plein de questions là-dessus. Ok. Mais ce qui nous intéresse dans le podcast, on en a parlé un petit peu avant pour débuter, c'est vraiment parler aussi de toi, qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours, quel est le cheminement qui t'a amené à créer X en fait. J'ai un parcours très atypique. Je viens des Yvelines, dans le 78, près de Mantes-la-Jolie. Faut savoir que mes parents sont immigrés, donc ils sont arrivés en France au début des années 90. Ils venaient d'où ? Du Sénégal. Sénégal. Et ils sont illettrés aussi. Ils n'ont pas forcément fait d'études. Et du coup, ils ont mis beaucoup l'accent, en tout cas, sur ça par rapport à nous. Et je me souviens, moi, j'ai commencé le basket à 6 ans, mais mon père me disait, si tu veux jouer au basket, il faut avoir des bonnes notes. Donc, comme moi, j'aimais beaucoup le basket, en fait, j'essayais d'avoir des bonnes notes pour pouvoir jouer au basket. Et en fait, ça a créé une espèce de volonté d'excellence, on va dire, chez moi. Et après, petite anecdote aussi, l'une des choses qui m'a vraiment, on va dire, fait changer quand j'étais plus jeune, c'est que mon père, il nous forçait à aller à la bibliothèque et de tous les mercredis prendre 3 livres. J'ai eu exactement la même enfance. Tous les mercredis après-midi, minimum 3 livres, j'ai eu exactement la même chose. Exactement. Et en fait, il fallait à la fin lui dire, voilà, pourquoi on a pris ce livre-là, et lui expliquer, etc. Et au début, en fait, j'allais avec mes frères, on prenait des Tom Tom et Nana, et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à prendre des biographies, prendre de l'histoire de Louis XIV. Et c'est ça aussi, on va dire, qui m'a beaucoup touché, on va dire, quand j'étais plus jeune. C'était cette ouverture à la culture, un peu forcée au début, mais après, c'était super sympa. Et du coup, en parallèle, je continuais à jouer au basket, je commençais à devenir meilleur. Et à un moment donné, j'ai été repéré par un centre de formation qui est à Rouen, donc la chorale de Rouen, qui venait d'être champion de France de Pro A et qui recrutait justement des nouveaux jeunes pour le centre de formation. Donc j'ai été repéré, j'ai fait les tests là-bas, ils m'ont pris. Et du coup, je suis allé à Rouen à 16-17 ans pour justement entrer en centre de formation. Et du coup, là-bas, on va dire que la vapeur, elle s'est un peu renversée. On a beaucoup mis l'accent sur le sport, moins sur les études. Donc j'avais des moins bons résultats. Mais c'était une expérience, on va dire, exceptionnelle parce que d'un point de vue sportif, on était poussé au max, on côtoyait quand même les pros. J'ai eu l'opportunité de jouer partout en France contre les meilleurs jeunes de France. Du coup, ça m'a permis de découvrir la France, ça m'a permis de tisser des amitiés avec des gens que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas fait ce sport-études. Et du coup, à la fin, petite désillusion parce que, en fait, au bout d'un an et demi, en fait, je me rends compte que en fait, passer pro, c'est pas aussi simple que ça. C'est l'intersection de un peu de chance, être là au bon moment, être vraiment bon quand il faut être bon, etc. Et en fait, je me suis dit, bon, Bruno, t'es pas mauvais à l'école. Peut-être que il faudrait peut-être creuser là-bas. Et du coup, je me suis vraiment concentré sur les études. Moi, j'ai fait un bac L, donc ça fait résonance à ces fameuses lectures de quand j'étais du mercredi. Ton père a bien fait de nous amener à la bibliothèque. Exactement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, je vais faire des études de commerce, malgré la terminale littéraire, parce que en 2010, j'ai vu un reportage qui m'a bouleversé. C'était un reportage sur Bernard Arnault. C'est un reportage qui retraçait, on va dire, son enfance de Roubaix au groupe LVMH, qui s'appelait « L'enfance, c'est un destin ». Et vraiment, ce reportage, il m'a touché parce que j'avais pas forcément... Nous, j'avais les figures de réussite dans le sport, Michael Jordan, LeBron James, mais en fait, je m'étais pas vraiment intéressé aux figures de réussite, en fait, dans l'entreprise. Et en fait, il avait une humilité, une force de caractère, des idées, de l'innovation et vraiment beaucoup d'ambition. Et je me suis un peu retrouvé dans ça. J'avais l'impression que c'était un peu le Michael Jordan du business. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé à son parcours. J'ai beaucoup lu sur lui et en fait, je me suis dit, en fait, si je peux pas devenir Michael Jordan, je vais être Bernard Arnault. En fait. La première étape, c'était pour un stage. Mon premier stage en études de commerce, c'était de rentrer chez Vuitton en tant que vendeur stagiaire. Ce que j'ai réussi à faire aux Champs-Élysées. Et du coup, ensuite, je m'intéressais à tout ce qu'il faisait. Et en fait, je me suis vraiment dit, je veux devenir entrepreneur. Je veux faire comme lui, je veux créer des emplois, je veux créer de la valeur, je veux créer de l'excellence française qu'on va pouvoir afficher partout dans le monde. Et ça, tu t'es dit ça lors de ta période d'école de commerce. Exactement. Je me suis dit ça à ce moment-là. Enfin, j'ai vu le documentaire avant. Et en fait, quand je suis rentré, ça m'a poussé à rentrer en école de commerce. Et quand je suis rentré en école de commerce, en fait, je faisais c'était comme un feu qui s'embrasait de plus en plus. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire ça. Tout ce que tu voyais validait ton envie. Exactement. J'avais l'impression que j'avais ce truc en moi aussi. Après, à mon échelle, je me compare pas à Bernard Arnault, bien sûr.
Mais j'avais l'impression que j'avais un peu le même feu en moi. Et je me suis dit, en fait, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur moyen de l'exprimer, en fait. Vu que j'ai pas pu l'exprimer comme je voulais dans le sport, en fait. Et du coup, à la fin de mes études, j'ai une offre d'emploi pour aller bosser dans une banque aux US qui s'appelle Goldman Sachs. Et du coup, je me dis, non, j'ai envie de monter une boîte. Et en fait, l'un de mes derniers semestres, je le fais en Chine. Et quand je suis en Chine, un des trucs qui me choque, c'est la pollution. Et du coup, quand je rentre en France, j'ai une obsession, c'est de me dire, qu'est-ce que je peux faire contre la pollution? Et je me dis, je vais monter une boîte. Et je vais louer des voitures électriques. Parce que je regardais que dans le classement en fait, des choses qui polluaient le plus, les voitures, c'était dans le top 3. Quoi. Donc je me suis dit, je veux louer des voitures électriques. Et à l'époque, on était en 2012, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait la Smart électrique, il y avait la Tesla qui venait d'arriver, il y avait quelques véhicules hybrides, il y avait la Nissan Leaf. Et je me suis dit, ça va être compliqué de construire une offre de location électrique avec ça. Il n'y avait pas l'Autolib à cette époque? Il y avait Autolib, mais c'était en déclin. Et je crois que même un an après, ça s'est arrêté parce que je gagnais pas vraiment d'argent. Et du coup, je finis mes études, je me dis, je me lance dans ça et je vais créer ma première boîte dans les voitures électriques. Et pour moi, c'était un accomplissement parce que après toutes ces années d'études, avec le modèle de Bernard Arnault, je me suis dit, bon, j'y suis, quoi. Maintenant, il faut y aller. Et puis voilà. Je me souviens que mes premiers rendez-vous avec les business angels, je me rappelle, le premier rendez-vous que je fais, c'est avec Thierry Petit de Showroom Privé. Ah oui. Et je lui dis, voilà, j'ai un projet, je veux louer des voitures électriques. Et il me dit, pourquoi? Genre, t'as l'air super intelligent, pourquoi tu te prends la tête, en fait? Tu vois, pourquoi tu veux louer des voitures électriques? Les gens, ils en ont, entre guillemets, rien à foutre, quoi. Et je lui dis, non, moi, je pense que c'est le futur. À un moment donné, il y a des enjeux de climat, il y a des enjeux de technologie, il y a des enjeux de développement durable. Je suis sûr qu'en fait, à un moment donné, c'est un truc qui va s'imposer. Et j'étais peut-être un peu naïf parce que j'avais pas apprécié à quel point ça allait prendre du temps à l'époque. On parle de ça, c'était il y a 9 ans quand même. Et en fait, il me dit, tu sais, Bruno, les gens, ils aiment bien les bruits du moteur. Et je me dis, mais c'est incroyable qu'un entrepreneur aussi accompli me dise un truc aussi basique pour me dire, pas me décourager, mais me dire, en gros, tu te prends la tête, quoi. Donc, moi, ça me décourage pas. Et en fait, un des éléments qui m'a permis justement de vraiment prendre un coup de pouce, c'est qu'en 2014, il y a ce qu'on appelle les nuages de pollution à Paris. Donc, ils commencent à parler de circulation alternée, plaque paire, plaque impaire. Et en fait, à ce moment-là, ils commencent à inviter des entrepreneurs de la mobilité sur c'est quoi les alternatives, en fait, à la pollution dans les grandes villes. Et je me rappelle, l'une des premières personnes qu'on interviewe, c'est le fondateur de Blablacar, Frédéric Mazella. Et lui, il dit voilà, etc., etc. Moi, à l'époque, je trouvais que c'était pas vraiment corrélé, parce qu'en fait, le covoiturage, c'est sur des longs trajets, et la pollution, elle est elle est concentrée sur la ville. Donc, en fait, je me vois pas faire un covoiturage porte-maillot, nation, tu vois. Et je me suis dit, et là, du coup, je commence à taper un scandale. J'écris à tout le monde en disant, attendez, il y a des entrepreneurs qui essaient de proposer des solutions d'électromobilité en ville, etc. Je cite moi, ma boîte et une autre boîte. Et là, je commence à avoir de l'attention. Je fais BFM Business. Je suis invité, en fait, à discuter de cette problématique au ministère du Développement durable avec une des conseillères du ministre de l'époque. Et c'est là que ça commence un peu à prendre, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que les gens qui sont le plus sensibles, c'est pas vraiment les particuliers, c'est les entreprises. Typiquement, et là on en revient encore à LVMH, l'un des premiers clients, on va dire, entreprises qu'on a, c'est le groupe LVMH qui veut faire des événements clients avec des Tesla. Vraiment en mode, c'est super cool en fait de venir chercher des invités, des journalistes, des clients VIP dans ce nouveau véhicule hyper technologique, électrique. Donc en fait, ça marche bien, on collabore bien avec des groupes comme ça, avec des groupes comme Hermès. On fait des opérations avec BMW qui sort des nouveaux véhicules hybrides rechargeables, notamment sur le Festival de Cannes, on fait une grosse OP. Et en fait, ça prend, ça marche, ça tourne, ça fait du chiffre d'affaires, mais ça explose pas en fait. Du coup, tu commences. Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu as une équipe? Ça grossit, donc tu dis ça prend. Est-ce que tu embauches des gens? Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Comment ça commence et où ça... En fait, ça commence avec... je m'associe en fait avec des gens de mon entourage. J'ai un premier associé, c'est le mari d'une de mes cousines, qui lui en fait est chauffeur taxi depuis 10 ans et chauffeur privé sur certaines missions. Et en fait,
l'un des services qui fonctionnait bien, c'était pas de louer le véhicule seul, c'était de louer le véhicule avec un chauffeur. Et du coup, ça tombe bien parce que lui, justement, il me permettait de faire ces missions-là, ou en tout cas de trouver des chauffeurs qui vont, en fait, sur lesquels on va aller mettre des véhicules électriques et aller faire des missions, etc. Et en fait, du coup, j'avais un autre associé qui est pareil de mon entourage, qui lui s'occupait un peu plus de la partie location, parce qu'il avait un réseau de loueurs qu'il connaissait. Et en fait, on s'échangeait les véhicules, etc., etc. Donc, vraiment, j'avais un associé qui était plus sur la partie location pure et un associé qui était plus sur la partie transport privé, Uber en voiture électrique, quoi. Et du coup, en fait, on commence à recruter des gens, on commence à se faire un peu connaître. Et voilà, on attend un peu ce plafond de verre où, en fait, on a l'impression que ce qu'on fait, ça marche bien. Mais en fait, on voit pas les signaux de hyper-croissance, de grosse croissance exponentielle. Et là, je me dis, est-ce que c'est pas le marché sur lequel on est qui est pas bon? Donc là, on commence à s'ouvrir un peu, à créer des partenariats avec des boîtes à Londres, en Allemagne, à Genève, pour voir en fait si aussi en fait on peut justement envoyer des clients là-bas, démarcher des clients là-bas, parce qu'il y a des gens qui ont la même démarche que nous. Et c'est pareil, ça prend, mais c'est un peu poussif. Timide. Voilà. Du coup, je pars aux US, donc je fais un premier voyage vers New York. Et je vais rencontrer une société qui avait des Tesla pour leur dire, voilà, est-ce qu'on peut s'associer? Et nous, en fait, si on a des clients aux États-Unis, sur la côte Est, en fait, on fait le service avec vous. Et je me rappelle, c'était une énorme société. Ils avaient genre, je sais pas, 500 voitures. C'était un énorme truc. Et on signe un partenariat. Et en fait, on commence. Et en fait, aux US, ça commence à bien prendre. Et je me dis, mais en fait, c'est aux US qu'il faut aller. Et du coup, je lève un peu d'argent avec mon entourage, avec des connaissances, avec des business angels, etc. Et je me dis, je vais aux US. Mais c'est pareil, j'ai pas apprécié à quel point il fallait être prêt, à quel point il fallait de l'argent, à quel point il fallait être entouré pour attaquer les US, on va dire, de manière frontale comme ça, quoi. Donc du coup, je vais à San Francisco, je rentre dans un incubateur qui aime bien l'idée de justement de proposer des services en véhicule électrique. En Californie, c'est vraiment l'État où en fait ils sont précurseurs sur ça. Et là, je me rends compte que en fait, ça va vraiment être dur. Parce qu'en fait, je suis à côté d'entrepreneurs qui ont levé 20, 30 millions. C'est ce qu'on vit aujourd'hui dans la French Tech, ces grosses levées de fonds. Mais en fait, moi, je vois ça en 2016, il y a 5 ans. Aux US, je suis avec des entrepreneurs qui lèvent des 100 millions, qui vendent des boîtes des 1 milliard. Ils sont là, ils sont dans le même incubateur, ils sont dans le même immeuble. Et en fait, je parle avec eux et je vois le gap, mais il est stratosphérique. Et je me dis, oula, en fait, tu vois, à l'époque, la boîte qui avait levé le plus d'argent en France, c'était Blablacar, je crois. Et ils avaient levé 100 millions, vraiment avec l'aide de François Hollande, vraiment en mode on pousse, quoi. Le gouvernement pousse. Mais là-bas, c'était vraiment, j'ai une idée, je marche bien, j'exécute bien, je lève de l'argent et voilà, quoi. Et là, je me dis, bon, Bruno, c'est compliqué. La vie était super chère. Je voulais recruter des gens là-bas, c'était le salaire des gens là-bas, c'est n'importe quoi. Et du coup, je me dis, à un moment, je me pose dans mon appart et je me dis, Bruno, ça va pas le faire. Prends un shot de réalité là, ça va pas le faire. Essaye de faire du mieux que tu peux pour créer un réseau, comprendre et apprendre en fait. Parce que là, en fait, t'es juste pas prêt en fait à faire ça. Et du coup, je me souviens vraiment là, du coup, changer mon fusil d'épaule et me dire, vas-y, je vais rencontrer des gens, etc., etc. Et là, en fait, quand je suis à SF, un des trucs dont on parle beaucoup quand je parle de mobilité, c'est voiture autonome. On parle que de ça. Je vois des véhicules dans la rue, de tests, etc., etc. Et moi, c'est pas quelque chose auquel j'étais vraiment sensibilisé. Moi, j'étais beaucoup dans véhicules électriques, etc. Et en fait, les gens me disent, mais Bruno, la révolution, c'est pas le changement de la combustion à l'électrique. C'est l'intelligence du véhicule. C'est toute l'expérience. C'est revoir complètement, en fait, la place des passagers dans un véhicule, l'organisation de la voiture, son utilité. Enfin, il y a plein d'autres problèmes comme les embouteillages, les accidents, le parking, l'assurance. Enfin, l'intelligence du véhicule va régler tous ces problèmes-là. Et là, c'est là que je prends un peu de recul et je me dis, c'est vrai que moi, j'étais beaucoup centré sur ces problématiques de pollution, etc. Mais en fait, une fois que vous réglez le problème de la pollution, on n'a pas réglé le problème des accidents, des embouteillages, du parking, de l'assurance, du partage des véhicules, etc. Et je me dis, c'est une approche un peu plus globale qu'il peut y avoir. Et là, je me dis, c'est un secteur qui m'intéresse. Du coup, c'est un challenge un peu plus élevé parce qu'en fait, louer des voitures électriques et faire des voitures autonomes, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Et en fait, on fait un gros pas entre passer à faire des services
à faire de la tech. Et moi, je suis pas un ingénieur parce que j'ai fait une école de commerce. Et là, je me dis, bon, Bruno, tu as tenté une aventure. En vrai, si je voulais faire une bonne petite boîte qui fonctionnait, mais il n'y avait aucun problème, faire une grosse boîte, c'était un peu plus compliqué. Je me dis, bon, est-ce que tu es prêt en fait à faire un truc encore plus compliqué que ce que tu fais aujourd'hui? Et je me dis, je repense à Jordan, je repense à Bernard Arnault, et je me dis, mais bien sûr. Je me dis, mais bien sûr. Je vais y arriver. Je suis pas un ingénieur, mais je vais trouver des ingénieurs. Faut juste que je comprenne le marché, faut que je comprenne les dynamiques, je comprenne des trends, faut que je comprenne toutes ces choses-là. Et en fait, il faut juste que je sois le chef d'orchestre d'une équipe demain qui va pouvoir vraiment exécuter sur ça. Moi, j'aimerais quand même mettre une petite pause pour faire une photographie là, parce que c'est un sujet qu'on a souvent abordé avec des entrepreneurs sur ce podcast. Tu n'en parles pas de la même manière. Je ne sais pas si c'est parce que l'expérience, tu l'as eue chez les anglo-saxons, ou si c'est parce que tu as un autre état d'esprit, mais tu abordes le problème du marché, du gars qui arrive sur un marché, qui se rend compte qu'il s'est trompé de marché, et qui se dit « Non mais là, il faut tout arrêter, je vais faire autre chose ». En France, en tout cas les francophones disent « C'était un échec, j'ai tout arrêté, et j'ai cherché quelque chose d'autre à faire ». Je suis parti faire une petite dépression. Toi, tu nous dis, je me suis dit, bon, je vais mettre pause, je vais apprendre au maximum et je vais trouver ce qu'il y a de mieux à faire. Non, c'est ça moi, que je trouve intéressant dans ta démarche, Bruno, c'est que tu t'es dit, ok, le choc de réalité, je vois très bien la scène, et tu t'es dit, au mieux que de dire, je rentre en France et puis je vais refaire mon truc de location de voiture, tranquille en France, ça marche plutôt bien. Tu t'es dit, non, là, je suis là, et je vais prendre l'opportunité d'être là pour apprendre des gens, pour faire pareil qu'eux. Et au final, je vais faire encore mieux. Quoi. Moi, sur le coup, je m'en rends pas compte. C'est vrai que quand je le raconte maintenant, 5-6 ans après, je me dis, putain, Bruno, tu étais quand même dans une situation assez complexe, quoi. Tu avais des gens qui bossaient en France, tu avais des contrats, tu avais des clients. Et en fait, tu t'es dit, c'est pas ce que je veux, ça marche pas comme je veux. Et en fait, tu te dis, je vais faire un truc encore plus compliqué parce que ça correspond à mes valeurs, ça correspond à ma vision en fait de l'entrepreneuriat. Et en fait, moi, ce qui est un peu, on va dire, ce qui me caractérise, c'est que j'ai toujours eu un peu cette étoile polaire en fait de l'entrepreneur que je voulais être, parce que j'ai eu ces exemples quand j'étais en école et je me suis dit comment je peux me rapprocher justement de ces succès-là. Et en fait, moi, je vois pas du tout ce pivot ou ce changement de braquet comme un échec ou quoi que ce soit. Je le vois comme, ok, j'ai fait quelque chose, je peux m'appuyer dessus pour avoir de l'expérience, mais maintenant, il faut passer à l'étape supérieure et faire un truc qui va vraiment cartonner, qui va avoir de la valeur, qui va avoir de l'impact dans la vie des gens. Et ouais, c'est vrai que je me rends pas compte, mais se dire ça à l'époque, c'était un peu osé. Ouais. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la vision, cette persistance de positivisme, parce que je suis quelqu'un de très positif. Mais du coup, là, on rentre dans un sujet qui va être la technique. Tu arrives dans un univers qui n'est pas du tout le tien, c'est celui des ingénieurs. Exactement. Et tu viens leur dire ce qu'il faut faire pour que l'IA soit l'avenir. Ouais, exactement. Et en fait, pour le coup, c'est pareil, ça part d'un vrai élan et peut-être un peu naïf de se dire qu'on va rentrer dans ce milieu-là comme ça. C'est pareil, je ne me rendais pas compte à quel point la technique, c'était une chasse gardée chez les ingénieurs, surtout les gens qui ont fait des thèses sur ces sujets-là. Et en fait, moi, je vais toquer à la porte de mecs qui ont fait des PhD, des doctorats, et je leur dis... j'ai une idée dans le véhicule autonome. Je pense, de ce que j'ai lu, qu'il y a une vraie problématique sur la distribution de la donnée. Et moi, en fait, j'ai vraiment évalué le problème d'un point de vue business. C'est-à-dire, j'ai lu des papiers de recherche, j'ai lu des articles, j'ai lu énormément sur le sujet. Et en fait, quand je commence à mettre toutes les pièces les unes à côté des autres, je vois une industrie qui, techniquement, a des gens hyper brillants. Donc les gens qui travaillent sur le véhicule autonome, ils sortent des meilleures universités du monde, MIT, Carnegie Mellon, Stanford, Polytechnique, les mines, etc. Mais en fait, de l'autre côté, il y a un vrai problème parce qu'en fait, le véhicule autonome, on annonce ça pour 2018, 2016, 2017, 2018. En fait, aujourd'hui, on est en 2021 et il n'y a toujours pas de déploiement commercial de véhicules autonomes. Et en fait, moi, quand je me mets dans le marché, je sens qu'en fait, il y a un décalage entre ce que les ingénieurs font et ce qui va être vraiment la réalité. Et tout ça, c'est parce qu'en fait, il y a une vraie lecture à avoir de c'est quoi l'inception du véhicule autonome. Le véhicule autonome, c'est un projet qui, à la base, vient de l'armée américaine, comme on le connaît, qui a créé ce qu'on appelle le DARPA, donc c'est un département de
de recherche de l'armée américaine qui finance justement des programmes de développement technologique. Ils ont financé les universités pour créer un réseau interuniversitaire qui est l'ancêtre d'Internet, quoi. Et en fait, ils avaient des problématiques sur les engins militaires où en fait ils voulaient envoyer ces engins militaires là dans des endroits sans conducteur. Donc en fait, ils ont commencé à financer des laboratoires de robotique dans des universités pour pouvoir en fait inciter à aller beaucoup plus vite sur la R&D. En 2007, il y a un ingénieur qui s'appelle Sébastien Trun qui, lui, a créé une boîte qui est un peu l'ancêtre de Street View. Donc en fait, il a modélisé, on va dire, les rues. Il se fait racheter par Google. Sa boîte, qui s'appelle ViewTool, devient Street View. Mais ce mec-là, c'est le directeur du laboratoire de l'université de Carnegie Mellon. Et en fait, lui, à côté de cet outil de Street View là, il travaille sur le véhicule autonome. Et en fait, il se dit, pour pouvoir faire en sorte qu'un véhicule conduise tout seul, il faut une modélisation de tout l'environnement. Ils font une première, c'est qu'ils mettent des lidars sur des voitures. Donc ça, c'est un truc c'est un capteur qui projette des rayons laser pour représenter le monde en 3D, on va dire. Et en fait, à la base, ça c'est utilisé dans des engins militaires, industriels, mais c'est pas utilisé sur des voitures. Qui fait ce gros shift de mettre des lidars dessus. Et en fait, il dit, moi, je vais faire conduire des voitures si ces véhicules-là, ils ont une représentation du monde. Et en gros, Sergey Brin et Larry Page, les fondateurs de Google, quand ils rachètent, ils lui disent, nous aussi, on veut travailler sur le véhicule autonome. Toute l'inception du véhicule autonome aujourd'hui, l'idée c'est, faisons une représentation du monde, et en fait, on met le véhicule au milieu, et en fait, grâce à cette représentation du monde, en fait, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des trajectoires, de plusieurs trajectoires, et faire de la prédiction sur ce qui se passe, etc., etc. Le problème avec ça, c'est que un lidar, ça génère 250 gigaoctets par seconde. Pour représenter le monde de manière fidèle. Il n'y a aucun processeur aujourd'hui qui peut faire du calcul sur autant de données en continu. Sinon, il faut mettre un ordinateur quantique dans la voiture. Sinon, c'est pas possible, quoi. Et en fait, c'est ça la problématique, c'est qu'en fait, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, comme on peut pas faire ça dans la voiture, on va enregistrer toutes les données, on va les transférer dans le cloud, et dans le cloud, là, on aura les outils pour pouvoir faire de l'analytics, pouvoir faire du machine learning, etc., 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 etc. Et du coup, le problème de ça, c'est, en fait, quand tu as 100 Tera, 100 000 gigas de données collectées en une journée avec un véhicule, comment tu fais pour transférer 100 000 gigas en une journée, en 2 jours? Ça prend plus de 50 jours de transférer 100 000 gigas avec une connexion Internet normale, en fait. Donc là, il y a un vrai problème où, en fait, ce qu'ils font, c'est que comme ils peuvent pas transférer ça sans fil, ils enlèvent les disques durs des voitures et ils les mettent dans ce qu'on appelle des stations d'upload. C'est véridique, j'ai vu des gars à SF faire ça. Donc du coup, là, tu es dans un truc où tu dis, je collecte mes données pour pouvoir avoir cette représentation du monde. Comme elles sont trop lourdes, je prends le disque dur à la main, je le transfère sur un autre PC qui est plus puissant et j'upload tout dans le cloud et j'attends. Et là, je me dis, mais attendez, si vous voulez que les véhicules autonomes ils sortent un jour, c'est impossible de continuer avec ce workflow-là. Ça va pas marcher. Demain, il y a un mec qui a un véhicule autonome, tu vas pas lui dire de passer au data center pour récupérer ses données. C'est pas possible. Donc, en fait, à un moment donné, c'est comment tu fais pour récupérer les données en temps réel et des données que tu vas pouvoir utiliser. Pas des données, qui vont prendre des heures et des heures à être restructurées, curées, etc. C'est-à-dire que tu prends des données, tu n'as pas besoin de les envoyer dans le cloud, tu peux les utiliser directement en The Edge, je sais pas si c'est... Justement, c'est que tu récupères ces données-là à The Edge et tu les envoies tout de suite dans le cloud. Ils ne passent pas par ce processus, etc. Ouais. Donc, il y a toute une théorie d'ingénieurs, en fait, qui date du début des années 2000, qui dit que, en fait, la meilleure manière de faire des véhicules autonomes, c'est d'enregistrer toutes les données et ensuite de les transférer. Et voilà. Et en fait, les gens font ça. Les gens font ça pendant des années et des années. Mais c'est sûr qu'en fait, à cette vitesse-là, en fait, on n'aura pas de véhicule autonome avant 40 ans. Et c'est ce décalage-là entre ce que les gens pensent de comment, en fait, on fait de l'intelligence artificielle dans le véhicule autonome et ce que les ingénieurs font vraiment, qui sont issus, en fait, cette philosophie, elle est issue d'un laboratoire de recherche aux États-Unis qui, au final, peut-être fonctionnait si tu avais 3 véhicules. Mais si tu es Google et que tu as 600 véhicules de test, comment tous les jours tu te dis que je vais récupérer des disques durs et je vais les transférer comme ça? Donc, en fait, ça marchait bien
pour de la recherche en labo, mais ça marche pas pour faire du développement à grande échelle, en fait. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ce problème-là d'approche qui a été justement pendant trop longtemps dans l'industrie, parce que c'est les pères fondateurs du véhicule autonome d'aujourd'hui qui l'ont inculqué. En fait, ils ont juste pas vu que ce qu'ils avaient mis en place allait pas forcément marcher à grande échelle, quoi. Et du coup, aujourd'hui, nous, on arrive avec une nouvelle approche qu'on appelle, nous, la smart data. C'est-à-dire que eux, ils avaient une approche big data. Donc, on prend toutes les données, donc on prend des grosses données. Et comme on prend toutes les données, on a forcément des données intéressantes. Bah oui, c'est comme si tu dis à quelqu'un, j'ai une énorme bibliothèque, et en fait, tu pars du principe, parce que tu as une énorme bibliothèque, que tu es intelligent. Bah, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu as une grande bibliothèque que tu es plus intelligent que quelqu'un. Si la personne, en fait, elle va dans une bibliothèque et qu'elle arrive à piocher les bons livres, etc., ça démontre ton argument. Et en fait, nous, c'est ça, c'est de dire, il y a une approche big data, une approche de prendre toutes les données. Nous, on va arriver avec une approche smart data, c'est l'approche de prendre les données pertinentes. Aujourd'hui, c'est quoi le truc le plus important pour un véhicule autonome? C'est d'éviter les piétons. C'est aussi simple que ça. En fait, ce que tu veux pas, c'est faire des accidents. Parce qu'on n'acceptera pas qu'un robot tue un être humain. C'est dans l'inconscient des gens, dans le conscient des gens, c'est impossible. Donc, si tu dois te focaliser sur comment tu vas éviter des piétons, comment tu vas reconnaître des piétons, comment tu vas prédire le comportement d'un piéton, en fait, il faut que tu diriges tes développements sur les données qui sont relatives aux piétons. Et toutes les autres données qui sont de la distraction, tu vois, les immeubles, le ciel, c'est con, mais quand tu prends une image en grande définition, en fait, quand tu veux faire de l'entraînement dessus sur un piéton, t'as pas besoin du ciel. Donc, en fait, il y a peut-être la moitié de l'image que tu coupes, ça baisse le poids de l'image. Et c'est pareil, quand tu floutes des images, par exemple, si tu floutes tout et tu gardes que le focus sur les piétons, en fait, ça te permet d'avoir des images, en fait, on va dire, un peu plus pertinentes pour pouvoir entraîner tes algos, tes modèles sur des piétons. Et tes algos, quand tu les entraînes sur les piétons, il faut quand même que tu les mets dans le contexte. Donc, tu as le piéton, mais tu as son environnement proche de toi qui compte, ou c'est vraiment le piéton lui-même qui... Déjà ça, la première étape, c'est de reconnaître un piéton. La différence que les gens comprennent pas, c'est que, en fait, quand tu fais de l'entraînement, en fait, ce qu'on dit, quand tu fais de l'IA, en fait, tu prends ce qu'on appelle des datasets. Donc, tu crées, en fait, une base de données sur laquelle, en fait, tu vas mettre, 1 million de piétons, et en fait, tu vas essayer d'entraîner à la reconnaissance de ces piétons-là. Sauf que quand tu es une voiture, il y a une différence de reconnaître un piéton à l'arrêt et un piéton quand tu es à 50 km/h. La variable de la vitesse dans reconnaître, parce que une caméra, ça filme à 50 images par seconde, ou 35 images par seconde, ou 15 images par seconde, en fait, tu vas pas forcément avoir tout le temps toutes les images ou tout ce qu'il faut. Donc en fait, il y a une vraie différence donc quand quelqu'un te dit j'ai un algo qui reconnaît les piétons, c'est ce qui reconnaît les piétons à 50 km/h, à 90 km/h, quand il neige, quand il pleut, quand il n'y a pas beaucoup de visibilité, quand il y en a 100 000, il y a 100 piétons en face de toi. Est-ce que tu les reconnais tous? C'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent mais attends, mais les mecs avec 10 ans d'entraînement, ils savent reconnaître un piéton. Ouais, mais les piétons dans différentes situations, c'est pas le truc. Et même un truc tout con. Un piéton, par exemple, il y a des gens qui ont entraîné des piétons en fauteuil roulant. L'algo détectait des caddies. Parce que, tu vois, dans toute sa librairie, en fait, pour lui, c'était pas clair, quoi, tu vois. Donc, tu vois, il y a un autre élément, c'est une fois que maintenant tu as un niveau de détection qui est plutôt confiant sur les piétons, c'est maintenant leur comportement. Comment aujourd'hui, tu arrives à faire de la prédiction sur un comportement de piéton? Par exemple, il y a des gens qui font de l'entraînement pour savoir si un piéton, il a les épaules tournées parallèles à la route, c'est qu'il va traverser. S'il a les épaules perpendiculaires, c'est qu'il va continuer à truquer. Et en fait, ça, c'est des choses... en fait, il faut des images de qualité, il en faut des millions, voire des milliards, en fait, pour pouvoir vraiment être sûr et certain que, en fait, le mec, quand il a des épaules de 3/4, qu'est-ce que c'est, en fait? Tu vois, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Donc, tu vois, l'entraînement, il est très, très, très subtil. Et en fait, si tu es dans une optique d'enregistrer toutes les données, tu vas passer beaucoup plus de temps à les traiter qu'à les exploiter. Donc, en gros, il y a une grosse notion de temps. Et en fait, comme on est dans une industrie qui fait pas d'argent, en fait, jusqu'à quand les gens vont mettre de l'argent pour que vous passiez plus de temps à faire des tâches qui sont pas critiques, à faire en sorte que la technologie, elle avance. Donc nous, notre outil, il est vraiment là pour dire, il y a une problématique technique, c'est l'identification des bonnes données. Et une deuxième problématique, c'est le workflow. C'est comment, en fait,
vous passez de la donnée, la donnée elle est créée, à demain de la donnée exploitable. Donc nous, en fait, ce qu'on va vous faire, c'est vraiment vous aider à identifier les bonnes données. Donc nous, on a une technologie qui s'appelle les triggers, un assemblage de ce qu'on appelle des détecteurs et des recorders. Donc nous, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se plugger au réseau de neurones en fait du véhicule, et en fait, on va regarder toute la liste des détections. Donc tu peux détecter des piétons, des cyclistes, etc., etc. Ensuite, on va faire des combinaisons. On va dire, si tu détectes un piéton à moins de 80%, à moins de 60%, si c'est un faux positif, je veux que tu enclenches ce qu'on appelle le recorder, c'est-à-dire que tu vas m'enregistrer 5 secondes avant, 5 secondes après, de tel capteur, tu me crées un paquet de données et tu me l'envoies. Là, je vais savoir que je vais avoir les données dont il me faut, parce que là, par exemple, nous, sur un test, un jour, l'intelligence a détecté une bouche d'incendie, tu sais, les petits fire hydrants, là, comme une personne, alors que c'était un fire hydrant. Donc ça, c'est typiquement le type de données que tu veux, parce que tu te dis, bah, mon algo, en fait, il est en train de faire des conneries là, tu vois. Donc, il y a ça, donc il y a cette technologie de trigger, et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle notre Smart Data Engine, c'est un espèce de moteur intelligent qui va, entre guillemets, faire le chef d'orchestre entre quelles données envoyer, quelles données pas envoyer, etc., etc. Et en fait, une fois que tu récupères toutes ces données dans le cloud, tu auras ce qu'on appelle des datasets, donc des jeux de données qui sont organisés que par piéton en dessous de 60%, cycliste au-dessus de 80%, feu rouge 100% vert, feu rouge 100% orange, etc., etc. Tu vois. Et ça va te permettre de dire, j'ai des jeux de données qui sont déjà triés, déjà organisés, et ça va me permettre justement de faire mes entraînements, ça va me permettre de faire ma validation, ça va me permettre de faire toutes ces choses-là, quoi. Donc il y a vraiment cette partie technique, et il y a cette partie workflow où en fait on va automatiser, une fois que tu as mis en place tes triggers, en fait on va automatiser, et en fait depuis notre plateforme, tu peux reprogrammer tous les triggers de toute une flotte. Par exemple, si tu dis, j'ai 50 véhicules à Pittsburgh, à New York, à Paris, et j'ai envie de remonter les piétons la nuit en dessous de 50%, en fait, tu peux déployer tous tes triggers depuis la même plateforme sur tous les véhicules, partout où ils sont. Si tu veux désactiver le trigger, tu peux le faire aussi. Donc, c'est vraiment un outil d'un point de vue avec une nouvelle approche qui les aide techniquement, mais qui les aide aussi dans l'organisation de dire, en gros, il y a une vraie manière de s'organiser pour avoir accès aux données beaucoup plus rapidement. Et du coup, quand tu es parti voir les fameux ingénieurs, tu les as convaincus. Et après, quand tu es parti voir tes premiers clients et tu leur as expliqué ce que tu comptais faire, voulais faire, comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils ont tout de suite acheté l'idée, ils ont vu la valeur, ou tu as dû un peu galérer pour leur... En fait, nous, on mettait le doigt sur un vrai problème, parce que la data, c'est vraiment ce qui leur prend le plus de ressources, que ce soit des ressources financières, infrastructures, ou même en termes de personnes. Il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, en fait, les gens, comme ils enregistraient tout, par exemple, tu enregistres 5 heures de conduite, c'était quelqu'un qui manuellement faisait un replay et se disait « Ah là, il y a un piéton, et il découpe. Ah là, il y a un autre piéton, et il découpe. » Et en fait, tu pouvais prendre 10 heures à découper une vidéo de 5 heures, en fait. Donc pendant longtemps, c'était ça. Et en fait, quand on est arrivé avec notre approche, c'était vraiment vous avez touché droit dans le mille sur le problème. Aujourd'hui, on a du mal justement à avoir des jeux de données de qualité, ça nous coûte cher, on enregistre beaucoup de données, etc., etc. Par contre, ce qu'on leur proposait en termes de solutions, ils avaient un peu du mal à y croire en disant c'est vraiment possible ce que vous proposez là de faire ce système de trigger qui va s'enclencher automatiquement et qui va récupérer les données des bons capteurs au bon endroit, les envoyer aux bonnes bases de données, etc., etc. Ça paraît très ambitieux ce que vous voulez faire là. Et en fait, nous, ça a un peu validé, tu vois, notre approche sur le marché en disant que il y a personne qui nous a dit ce qu'on voulait faire, c'était pas logique. Ouais. Donc ça, déjà, c'était bien. Et après, c'était beaucoup, on va dire, un peu de scepticisme sur la capacité d'exécution de notre solution. Et ce qui est tout à fait normal. Tu es une petite boîte à Paris, tu vas voir une boîte aux US qui a levé 300 millions et tu lui dis, en fait, on a compris votre problème, on a la solution. Le mec, le premier truc qu'il te dit, il y a déjà des mecs en interne qui réfléchissent à la solution. Tu vois, c'est le truc logique. Tu lui dis, ouais, ok, mais en fait, aujourd'hui, vous êtes dans une industrie où vous ne faites pas d'argent, vous vous financez à travers des levées de fonds, les optiques de revenus, elles sont lointaines, et en fait, vous êtes en train d'investir des ressources, des gens qui coûtent hyper cher, sur développer des outils dont vous n'êtes même pas sûr que ça va fonctionner. Donc en fait, nous, on pense que c'est plus logique d'acheter cet outil-là, parce que vous allez avoir ce qu'on a fait, vous allez bénéficier de l'économie d'échelle, parce qu'en fait, c'est le coût de notre outil, en fait, il est lissé sur plusieurs clients, en fait. Ouais. Donc, vous n'allez pas payer tout le coût de développement, vous n'allez pas avoir la charge du développement de cet outil-là. Et en plus, comme on est au début,
en fait, vous pouvez nous faire des demandes particulières. Nous, on essaie de s'adapter un peu à vous, à votre organisation, etc., etc. Et en fait, petit à petit, on a eu des clients qui ont commencé à nous faire confiance, à nous dire, OK, on a envie d'essayer, etc. On a eu des clients où on a été introduit par des gens qui ont investi chez nous, par exemple comme Google, à travers leur Black Founders Fund. Et en fait, ça aide. Quand tu as un investisseur de Google ou qui dit voilà, je te présente un tel, on les a soutenus, ils font telle solution, les mecs ils ont un peu plus confiance. Et nous on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que c'est difficile quand t'es une boîte qui a cette pression là d'avoir levé beaucoup d'argent, de se dire que tu vas, parce que si tu drops le projet en interne, en fait tu peux plus revenir en arrière, parce qu'en fait les gens en interne ils vont dire c'est plus notre problème en fait. Ouais. Maintenant, nous, on a acheté un truc. Est-ce qu'on a vraiment choisi le bon gars? Parce que si ça fonctionne pas, on est un peu dans la merde parce qu'on a drop le projet et on n'a pas pouvoir se justifier. Toute la problématique pour nous auprès des clients, c'était vraiment la légitimité. Est-ce que vous avez vraiment la légitimité de le faire? Et c'est vrai qu'à travers notre équipe, nous, notre CTO, c'est un professeur qui s'appelle Arnaud de la Fortelle. Donc professeur, c'est pas professeur des écoles, hein. C'est professeur des universités. Donc c'est un grade, c'est le grade le plus élevé à l'université en termes de reconnaissance académique. Donc lui, il a un parcours qui colle totalement à ça, hein, à la différence de moi. Donc lui, il a fait Franklin dans le 16e. Ensuite, il a fait Ginette, donc c'est la prépa à Versailles. Ensuite, il a fait Polytechnique. Ensuite, il a fait une thèse au Pont. Et du coup, il est devenu ingénieur du corps des ponts. Et du coup, il a pris la tête du laboratoire de robotique de l'Université des Mines ces 15 dernières années. Donc du coup, lui, il est vraiment dans ce... Mais c'est pas un entrepreneur. Ça veut dire que lui, il n'aurait pas forcément monté une boîte. Il n'aurait pas eu l'idée de mettre toutes ces technologies-là au service de... Je pense qu'il n'aurait pas eu les codes, d'aller voir des business angels, d'aller pitcher, d'aller voir... Ouais, parce que c'est pas forcément lui. En fait, ce qu'il le fait kiffer, c'est faire de la recherche. Mais... Voilà. Mais c'est pas forcément, tu vois, d'aller faire du business développement, d'aller faire du marketing, d'aller faire du recrutement, d'aller faire toutes ces choses-là. Même s'il le faisait dans son labo pour recruter des doctorants ou des chercheurs. Donc voilà. Et c'est vraiment l'alliance, en fait, on va dire, de ce feu entrepreneurial que moi j'ai et on va dire de son expertise technique avec la troisième personne qui est Étienne, qui lui était en banque privée, qui lui va vraiment arriver avec tout l'aspect, on va dire, organisationnel, opérationnel, financière, etc., de faire en sorte que tout est en ordre, qui fait que, en fait, on est vraiment arrivé avec une équipe complémentaire qui avait, on va dire, toutes les complémentarités nécessaires pour pouvoir adresser un sujet pareil, en fait. C'est bien. Vous avez les 3 CEO, le CFO et le CTO. Exactement. C'est une belle histoire, c'est un beau parcours. Ça me fait penser à une autre success story, parce que du coup, moi, dans mon domaine, il y a une boîte qui a eu exactement le même parcours. C'est Cloudflare. Ce qu'ils font, c'est leur métier, c'est de protéger les sites Internet. Tous les sites Internet à gros trafic ont eu cette problématique, se protéger des bots, se protéger des attaques, des DDoS. Et ce qu'ils ont proposé, c'est on va rassembler tout ce qui existe en open source, donc c'est l'intelligence collective, on la met au service de notre IA, et notre IA, on va la faire évoluer. Donc vous qui êtes client, on vous propose notre service à très bas coût. C'est le service qui coûte le moins cher aujourd'hui. En fait, tout le monde l'a. Et eux, ils ont une base de connaissances énorme et ils ne traitent plus que les informations qui sont intéressantes. Exactement ce que vous faites. Et je pense que sur ce modèle-là, moi, je suis totalement convaincu que ça va marcher parce que du coup, je l'ai déjà vu fonctionner. Et bravo, je pense, parce que ce que vous faites, c'est de l'économie. Moi, j'appelle ça de l'économie de données. Ne pas prendre de la data juste pour la prendre et la stocker, c'est horrible. Enfin, je suis dans une boîte où à la fin de l'année, je dois compenser en énergie carbone tout ce que j'ai stocké sur l'année et ça coûte très cher. Et je sais que c'est un casse-tête de stocker. Et justement, par rapport à ça, ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est que toutes les boîtes qui travaillent sur le véhicule autonome, elles sont clientes de 3 cloud providers, donc Google, Cloud Platform, AWS et Microsoft Azure. Et en fait, le business de ces cloud providers-là, même s'ils offrent beaucoup de services, c'est de stocker des données. Ben oui. Parce qu'en fait, eux, ils disent, stocker des données et vous allez avoir accès à plein de services. Mais en fait, la vache à lait de leur système, c'est le stockage. Donc en fait,
toutes ces boîtes qui travaillent sur le véhicule autonome, en fait, quand elles disent « Ouais, mais nous, on est déjà chez Microsoft Azure, etc., on est déjà chez un cloud provider qui va peut-être nous accompagner sur le sujet. » Mais en fait, eux, ils sont pas incentivés à ce que vous ayez moins de données. Ouais. Parce qu'en fait, eux, plus vous ramenez des données, plus en fait vous allez pérenniser le contrat avec eux, parce que si vous en rajoutez plein, vous n'allez pas partir du jour au lendemain. Et surtout, en fait, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Enfin, AWS, ils gagnent vraiment leur argent en fait en ayant des buckets S3 de stockage, en disant les gens stockent leurs données là-bas, c'est tout. C'est clair. Tu vois, en créant des bases de données, en créant des etc. Donc moi je leur dis justement et au grand public aussi, aux gens à qui on parle, c'est les solutions, elles vont pas venir de ces cloud providers-là. Parce qu'en fait, c'est une antithèse en fait, à leur business model. Oui. Nous, en fait, on dit, vous pouvez faire mieux avec moins. Et eux, ils disent, vous allez forcément faire mieux avec tout ce que vous avez. Super, on s'est compris. C'est exactement ça. Je ne comprends pas ce business model, mais en tout cas, ça marche pour eux. C'est incroyable. Ouais. C'est exactement ça. Du coup, c'est quoi vos projets maintenant en fait ? Si on parle de X dans 2 à 5 ans. Ouais, donc nous, nos projets, c'est vraiment de se pérenniser sur le domaine du véhicule autonome. Donc c'est un domaine qui est vraiment difficile, qui est niche. Aujourd'hui, il y a une centaine de boîtes aujourd'hui qui travaillent vraiment dans ça spécifiquement. Et en fait, nous, on a vraiment la conviction que si on arrive à craquer ce marché-là, c'est ce qui va nous permettre d'aller conquérir tous les autres marchés. Pourquoi ? Parce que déjà, comme je vous l'ai dit, le niveau de service ou le niveau de pertinence qu'il faut en intelligence artificielle pour le véhicule autonome, il est tellement élevé qu'en fait, c'est les avancées qu'on va faire sur ce secteur-là vont découler sur d'autres secteurs. En fait, tous les ingénieurs aujourd'hui qui travaillent sur le véhicule autonome, demain, quand ils vont aller chez Twitter, quand ils vont aller chez Facebook, quand ils vont aller sur des industries où en fait, on n'a pas la mort des gens sur la conscience, en fait, ils vont forcément amener ce niveau d'exigence-là dans l'intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment je pense, quelque chose qui va découler de cette industrie, qui va vraiment être, on va dire, vertueux pour toutes les autres industries de technologie. L'autre truc, c'est l'économie du véhicule en tant que, on va dire, nouveau smartphone. C'est vraiment quelque chose qui va exploser plus tard. Et en fait, être leader sur un marché comme ça, ça va vraiment être quelque chose qu'on va pouvoir mettre en avant pour convaincre d'autres gens d'avoir confiance en notre solution sur des problématiques, on va dire, moins compliquées. Donc, c'est vraiment, notre but, c'est vraiment de s'imposer sur ce marché-là. Même si c'est le plus dur aujourd'hui, parce que la plupart des gens, c'est des gens qui viennent de laboratoires de recherche, qui sont pas forcément... Par exemple, tu vas prendre tous les ingénieurs on va dire, chez Waymo, donc la filiale de Google qui travaille sur le véhicule autonome, ils ont jamais travaillé autre part que chez Waymo, donc leur start-up de véhicule autonome, où avant, ils étaient en recherche dans des labos. Donc, ils ont jamais travaillé dans une vraie entreprise, on leur a demandé de faire de l'argent. La pression du résultat. La pression du résultat. Donc, c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, ils ont dépensé plus de 10 milliards et qu'en fait, c'est pas très grave parce que on leur a jamais dit, en gros, on va vous virer parce que voilà, quoi. Donc c'est vraiment une industrie qui est difficile parce que la mentalité des ingénieurs qui sont dedans, c'est, en fait, on nous a toujours dit qu'on pouvait dépenser de l'argent et on n'a jamais eu cette pression de devoir en gagner, en fait. Donc c'est vraiment difficile. Mais si on y arrive, ça va marcher. Et ensuite, le reste, c'est vraiment de d'étendre, on va dire, notre approche de comment c'est possible d'utiliser des données à meilleur escient. Et moi, je pense qu'il y a une grosse résonance chez les citoyens, parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens, ils comprennent pas pourquoi, en fait, on prend toutes leurs données tout le temps, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des initiatives dans les téléphones pour dire, vous n'êtes pas obligé de partager votre localisation tout le temps, vous n'êtes pas obligé de partager ci, vous n'êtes pas obligé de partager ça. Je pense qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui de se dire comment, en fait, on peut faire de la technologie autour de données, on va dire, juste utiles, en fait. Pas forcément toutes les données. Donc nous, c'est vraiment un secteur dans lequel on veut se lancer plus tard. Donc ça va forcément peut-être se traduire par d'autres produits. Nous, par exemple, il y a quelque chose qu'on aimerait bien implémenter, c'est de la blockchain. C'est-à-dire, en fait, à chaque moment où on va récupérer de la donnée, on veut que ça soit inscrit dans un répertoire, on va dire, tiers, où en fait, il y aura possibilité d'auditer si on a simplement pris les bonnes données ou si on a pris autre chose, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut donner confiance à des entreprises qui travaillent entre elles. Aujourd'hui, je suis un constructeur automobile et je fais un partenariat Daimler, BMW sur de la connectivité ou quoi que ce soit. En fait, qu'est-ce qui m'assure que BMW récupère seulement les données qu'ils disent qu'est-ce qui me dit c'est comme ça. Exactement, tu vois. Donc, je pense que même entre des acteurs
professionnel, ça peut permettre beaucoup plus de confiance sur justement, j'ai mis ma technologie, je suis Bosch, je suis Valeo, j'ai mis ma technologie chez Daimler. En fait, Daimler peut être assuré que ma technologie ne récupère que les données sur lesquelles en fait on s'est entendu. Il n'y a pas de, comme le Dieselgate, Bosch qui avait trafiqué les trucs de CO2 pour les véhicules Volkswagen et après ils se sont retrouvés avec des amendes de je ne sais pas combien de milliards parce que voilà quoi. Donc vraiment nous notre projet vraiment d'un point de vue très macro c'est vraiment de demain avoir cette approche de données utiles, tiers de confiance, faire en sorte que sur des industries on va dire à faible valeur technologique qu'on puisse vraiment s'imposer comme la data trust, quoi. Et d'un point de vue plus opérationnel, bah voilà, nous on a envie de passer les paliers de nos 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une année, 10, 15, 20, de pouvoir avoir une partie de nos équipes aux US qui vont vraiment, on va vraiment bénéficier du savoir des ingénieurs là-bas, de aussi demain pouvoir recruter beaucoup en France, etc. Donc voilà. Donc il y a pas. Combien aujourd'hui chez X? Aujourd'hui, on est une petite vingtaine. Plus de la moitié, c'est des développeurs et des ingénieurs. Et voilà, quoi. Le but, c'est demain, c'est de continuer à se développer. Après, nous, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment, au lieu de essayer de se dire qu'on va prendre plein de gens, on a essayé de prendre vraiment des bons profils. Donc, on a, pour l'organisation, par exemple, sur la partie tech, donc on a Arnaud, qui est CTO, donc qui était directeur de labo. On a Romain, qui est Head of Engineering, donc qui s'occupe de tous les développements technologiques, qui lui avait une start-up de drones avant, qui faisait de la collecte de data avec des drones, qu'il a revendu et qui aujourd'hui bosse avec nous. Sur la partie, après, tu as deux parties. Tu as une partie plateforme web et tu as une partie embarquée, système embarqué. Donc, sur la partie système embarqué, on a un ingénieur qui a fait une thèse sur le véhicule autonome qui s'appelle Mathieu. Il a bossé chez Renault. Et sur la partie web, on a un ingénieur expérimenté sur les parties, tout ce qui est full stack development. Après, on a des développeurs, on va dire, sur des sujets Java, C++, etc., etc. Mais vraiment, sur la partie, on va dire, leadership de la tech, on a vraiment essayé de prendre des gens qui avaient soit un beau parcours académique, soit beaucoup d'expérience. Et c'est pareil sur la partie, on va dire, un peu business. On a recruté un directeur commercial qui a bossé 15 ans chez Bosch. Donc, il a bossé en Bosch en Asie du Sud-Est, en France, les 5 dernières années à San Francisco. Et lui, typiquement, c'est vraiment lui qui nous permet de vraiment bien digérer les rendez-vous avec les grosses boîtes, parce qu'il a un peu plus d'expérience, tu vois, de dealer avec les grands comptes. Donc voilà. On a vraiment une équipe on va dire, de qualité sur le leadership. Et ouais, on recrute. On va recruter une quinzaine de personnes là en 2022. T'arrives déjà... Ouais. On va recruter une quinzaine de personnes. Ça double, là. Ouais, ça a doublé. Et c'est pareil, on va essayer de garder cette philosophie de prendre des profils, on va dire, expérimentés, différents aussi. Moi, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi, c'est que vraiment, on essaye d'attirer des profils différents. Par exemple, nous, on a une stagiaire qui vient de Tunisie, on a un stagiaire qui vient de Géorgie. On essaie vraiment, en fait, de diversifier et de pas forcément prendre toujours les mêmes profils. Et le truc dont on a du mal en fait à recruter, c'est des femmes. C'est pas forcément évident de les attirer sur ces sujets-là, mais en fait, notre responsable RH, elle se démène pour essayer d'attirer des femmes aussi. Donc, on va y arriver. Ça va venir aussi avec, je pense, avec la notoriété. Plus on entendra parler de nous, plus on va attirer les gens. Donc, Bon, voilà, le message est passé, j'espère. Chez X, on cherche des femmes dans la tech. Parce qu'on y croit. Exactement. Eh bien, très bien. Merci pour cet échange. On arrive au dernier moment, le moment le plus important, c'est le moment du conseil. Si tu devais donner un conseil à une personne qui hésite, un entrepreneur qui, dans l'âme, comme toi, mais qui hésite à se lancer ou qui se dit c'est pas pour moi ce truc-là, j'ai pas les contacts, j'ai pas l'entourage, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben moi, ce que je dis souvent, c'est faut mettre un pied dans l'autre, tout simplement. C'est-à-dire que, en fait, même faire une boulangerie, faire un concept de pâtisserie, faire une start-up qui va mettre en relation des libraires et des gens qui veulent, je sais pas,
vendent leurs livres, j'en sais rien. Tout est dur, il n'y a rien de facile, il faut convaincre. Et en fait, convaincre, c'est quand même la chose la plus difficile, parce que convaincre quelqu'un de travailler avec nous, de nous donner de l'argent, de nous faire confiance, c'est extrêmement compliqué. Et en fait, ce qu'il faut faire, moi, en fait, à chaque fois, c'est je dis, mettez un pied devant l'autre. Tous les jours, donnez-vous un objectif. Au lieu de vous donner des objectifs à 6 mois, 1 an, dans 10 ans, à des objectifs à plusieurs centaines de milliers d'euros, etc., donnez-vous un objectif vraiment journalier, quoi. Ouais. Et en fait, je dis, si vous faites un truc tous les jours, à la fin du mois, vous en avez fait 30. Oui. Et en fait, c'est impossible de faire 30 actions et d'être resté sur place. C'est impossible. Donc, en fait, je leur dis vraiment, tous les jours, mettez un pied devant l'autre. La différence entre un mec qui réussit et un mec qui réussit pas, c'est que le mec qui réussit, il fait tout ce que vous voulez pas faire. Il se lève plus tôt, il lit ce que vous voulez pas lire, il parle au mec à qui vous avez peur de parler. En fait, la différence, c'est vraiment ça. Donc, en gros, faut y aller, faut mettre un pied devant l'autre. Si vous devez parler à quelqu'un ou à un type de personne et que cette personne ne vous répond pas, demain, vous relancez quelqu'un d'autre. En plus de relancer la personne, vous contactez une nouvelle personne. En plus de relancer les 2 personnes, vous rencontrez. Ensuite de relancer les 3 personnes, jusqu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Et en fait, c'est impossible de contacter 30 personnes et vous avez 30 portes. C'est impossible de contacter 100 personnes et d'avoir 100 portes. C'est impossible de contacter 1000 personnes et d'avoir 1000 portes. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire « Ok, je veux bien t'écouter. Ouais. » Et en fait, moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment mettez un pied devant l'autre. Et en fait, je sais qu'il y a une grosse pression aujourd'hui du marché de dire qu'il faut faire les choses en grand, qu'il faut voir grand, qu'il faut lever de l'argent, qu'il faut convaincre les trucs, etc. Mais il faut vraiment aujourd'hui se dire que tous les grands succès, en fait, ils ont commencé par des petites actions, quoi. Donc ça commence par faire son BP financier, faire son deck, faire son site internet, c'est parler aux gens de son entourage, convaincre une personne de se donner un petit financement, aller voir un incubateur, pitcher son projet et dire voilà, est-ce que vous pouvez m'accompagner ? C'est vraiment faire des petites actions tous les jours qui vont nous mener en fait à un moment donné à un résultat. Parce qu'en fait, nous aujourd'hui, on n'est pas arrivé à 20 personnes parce que je l'ai voulu et que ça, on a commencé et en fait, toutes les personnes qui sont venues dans la boîte, on a dû les convaincre de venir dans la boîte. Ouais. Donc c'est vraiment ça, c'est tous les jours, essayez de vous donner un petit objectif et faites. Il faut faire ce qu'il faut faire et voilà, ça permettra de convaincre les gens qui vous accompagnent. Exactement. Donc, voilà. Bravo. Merci pour cet échange, Bruno. J'espère que ça t'a permis de faire cette rétrospective parce que c'est aussi ça l'exercice, c'est de revenir sur tout ce qui s'est passé et de se dire c'est pas mal quand même ce que j'ai fait. C'est un peu le problème on va dire, d'avoir un esprit compétiteur, c'est qu'on n'est jamais vraiment satisfait, on se remet toujours en question, on se dit toujours qu'on peut faire mieux, mais c'est vrai que ça fait du bien des fois de se poser et de se dire quel chemin parcouru. Ça fait toujours plaisir, mais bon, après le lendemain on se remet au travail, on se dit il y a encore énormément de chemin à parcourir et il faut juste mettre un pied devant l'autre et continuer à avancer. C'est bien l'ambition, mais c'est bien aussi de step back, comme on dit dans la langue. Exactement. Merci en tout cas Bruno, c'était vraiment un plaisir. Merci à vous deux et puis j'espère que ça va permettre à certaines personnes d'en apprendre un peu plus sur ce que nous on fait, sur le secteur du véhicule autonome et potentiellement à d'autres personnes de se lancer dans l'entrepreneuriat si elles ont des doutes. En tout cas, moi, je suis disponible. S'il y a des personnes qui veulent me contacter, mon adresse email, elle est simple, c'est bruno@heex.io. M'envoyer un message, j'essaierai de répondre. Toujours un plaisir d'aider des gens à avancer. Donc, parfait. Le message est lancé. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!